Comme je crois qu'il est 11 heures, même très légèrement passé, après tout, l'heure c'est l'heure, n'est-ce pas? Tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement, on a besoin un peu de chaleur, de votre présence en ces lieux ce matin. Et ça fait vraiment plaisir de vous voir et de vous revoir, d'autant plus que nous avons un certain nombre d'amis qui sont très fidèles à nos rendez-vous annuels. Donc, et puis il y a tous les amis qui viennent nous rejoindre pour la première fois. Donc vraiment, d'abord, bienvenue à vous tous et j'espère que, en dépit des caprices actuels de la météo, la journée sera sereine et bon, je n'irai pas jusqu'à dire ensoleillée, mais à peu près correcte. Et puisque nous sommes là pour parler un petit peu de la manière dont on pourrait voir le bouddhisme avec ses applications dans le quotidien, mais également par rapport à la société, comme parfois le mieux, en fait, c'est de mettre les mains dans la pâte plutôt que d'entendre juste parler de la recette. Autant nous mettre tout de suite un petit peu en condition habituellement dans le bouddhisme, et je crois qu'après on peut transposer aisément partout, dans toutes les circonstances de notre vie, quels que soient nos choix autres. Il y a deux phases importantes. La phase de motivation et la phase de dédicace, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel on se serait mis avant de faire quelque chose, et après l'espèce de bilan de ce que l'on a fait en essayant d'orienter ça d'une manière positive. Alors nous, on a évidemment un jargon un peu métaphysique, si j'ose dire, donc on va parler en termes de motivation et de dédicace, mais on peut tout à fait retraduire cela, après tout c'est mon métier de traduire, donc allons-y gaiement, en disant se mettre dans un état d'esprit qui soit constructif, qui soit positif. Et à ce moment-là, ça passe à peu près partout, et c'est utile. Et pour pouvoir se mettre dans un état d'esprit comme ça disponible, et qui plus est positif, ça suppose d'être quand même dans un état d'esprit également relativement calme. Alors, donc, juste pour tester un petit peu, je vous propose, c'est notre tradition chez nous, mais après vraiment n'importe qui pourrait utiliser ce genre de technique, toutes activités confondues. On va prendre juste une minute ou deux pour simplement s'installer le plus confortablement possible et faire ce que nous appellerions une courte méditation, une courte concentration sur les mouvements de la respiration. Donc là, c'est vraiment très neutre. Après, on peut le transformer en pratique bouddhisme si on commence par une prise de refuge en les trois joyaux. Mais ça n'est pas un privilège ni un monopole bouddhiste de faire ce genre de concentration sur la respiration. N'est-ce pas, madame la professeure de yoga? On peut trouver ça absolument dans d'autres traditions également. Et l'air de rien, c'est bon à tous les points de vue, c'est bon sur le plan mental, c'est bon sur le plan physique et c'est bon pour le moral. Alors ne nous en privons pas. Donc juste une minute ou deux, simplement essayez de vous installer bien. Alors après, c'est vrai que dans les techniques de méditation, on dirait que, par exemple, ça serait bien d'avoir le dos relativement droit parce que ça permet d'avoir un esprit plus clair. Et etc., etc. Donc je ne vais pas entrer dans les détails. Je dirais qu'à la limite, on reprend les préceptes transmis par les générations antérieures qui n'étaient pas si dépourvues de sagesse que cela. Vous savez, du genre, tiens-toi droit, etc., etc. Et ça fait, c'est également très très bien et sur le plan mental et sur le plan physique. Donc on fait ce petit essai et ça nous permet également de nous retrouver dans une ambiance qui va être plus calme.
Avant que tout le monde ne soit endormi, il vaut mieux reprendre le micro. Et je pense que la plupart d'entre vous, si vous êtes présents, hein, c'est que vous avez quand même déjà entendu parler du bouddhisme, sinon c'était pas simplement parce que la gare est juste à côté que vous avez atterri là, j'imagine. Mais malgré tout, histoire de brosser un tableau un peu général, en 2 mots. Comme vous le savez, ce que l'on appelle bouddhisme, qui est d'ailleurs un terme tout à fait occidental, c'est dans les langues asiatiques, on va plutôt parler de l'enseignement donné par le Bouddha Shakyamuni. Et la grande question qui nous est systématiquement posée lorsque nous avons des rencontres un petit peu tout public, c'est mais oui, mais est-ce que le bouddhisme c'est vraiment une religion, etc., etc. Alors ça dépend vraiment ce que l'on met dans les mots. Et pour reprendre une démarche qui est très traditionnelle en Inde en général et dans le bouddhisme en particulier, plutôt que de définir ce qu'est quelque chose, on va plutôt procéder par élimination en disant ce qu'il n'est pas. Et donc, effectivement, la tradition bouddhiste peut vraiment surprendre les Occidentaux que nous sommes et qui sont donc forcément, qui vivons et qui avons été en général élevés dans des cultures judéo-chrétiennes. C'est que l'enseignement du Bouddha, ça n'est pas une religion révélée. Donc ça c'est sûr que là au moins on peut être certain, le Bouddha n'est pas un prophète. C'est d'autant plus surprenant toujours chez nous, c'est que le bouddhisme n'est pas non plus une religion théiste. Donc c'est tout à fait étonnant pour la plupart des gens, et de là la question, c'est-à-dire que le bouddhisme, alors là je vais quand même repartir dans une démarche de description plus par la positive, c'est une méthode, c'est une voie à suivre, mais ça n'est pas une voie où on s'en remettrait à Dieu, considéré comme Dieu créateur, et que l'on concevrait comme le sauveur. Et ça déjà, ça donne un nombre de points importants de ce qu'est le bouddhisme et de ce que serait la pratique bouddhiste, puisque c'est une voie, donc une voie, c'est quelque chose qu'on doit faire soi-même. C'est pas tout de regarder un itinéraire sur une carte. Si on commence pas à cheminer, on n'arrivera pas à destination. Et quand on dit que c'est une méthode, ça ne sert à rien si on ne l'applique pas. Et donc, effectivement, l'enseignement du Bouddha, c'est la description de l'expérience qu'a faite celui qui était autrefois appelé le prince Siddhartha. Ça lui a permis de parcourir certaines étapes spirituelles, pourrait-on dire. Et quand il est arrivé à un certain point, tel que désormais il a été reconnu pour son charisme et pour la bienveillance et la compassion avec laquelle il regardait autrui, eh bien ce qu'il a fait, c'est qu'il a transmis son expérience. Il a dit, au point de départ, j'étais exactement comme vous, plongé dans la souffrance. Alors évidemment, plongé dans la souffrance, il faut également s'entendre sur les mots. Par exemple, nous qui sommes présents ici, nous sommes quand même des privilégiés. Nous avons la chance de vivre, voilà, ça c'est mon côté cocorico, nous avons la chance de vivre en France. C'est quand même pas rien, un pays où nous jouissons d'énormément de liberté. Nous avons quand même un niveau de vie matériel qui n'est pas si terrible que cela. Nous n'arrêtons pas de récriminer et de crier à la crise. Oui, bon, d'accord, c'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés, mais regardons un peu ce qui se passe à quelques milliers de kilomètres et parfois à quelques centaines de kilomètres de chez nous. Et nous verrons que nous ne sommes peut-être pas les plus à plaindre à beaucoup de points de vue. Et si nous arrivons à être présents ici ce jour, ça veut dire que également, du point de vue personnel, c'est que nous sommes encore relativement en assez bonne santé pour pouvoir nous être déplacés. Donc, sur le plan extérieur, c'est-à-dire le contexte économique, social,
politique, etc., dans lequel nous vivons, nous avons énormément de chance. Et sur le plan intérieur, le fait même que nous soyons présents, ça veut dire que nous avons du temps. Si nous avons du temps, ça veut dire que nous ne sommes pas préoccupés par des choses qui accapareraient toute notre attention parce que ça serait urgentissime. Donc ça veut dire que ça va relativement bien. Sinon, nous ne serions pas présents en un tel lieu un dimanche matin. Nous serions en train de courir un peu partout pour résoudre nos problèmes. Donc c'est vrai que nous sommes privilégiés. Mais est-ce que pour autant nous sommes comblés à tout point de vue? Est-ce que tout va bien pour chacun d'entre nous à 100%? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pleinement satisfait de tout, y compris du temps? Donc ça c'est un petit peu difficile. Donc quand on dit que on est plongé dans les souffrances, après il faut relativiser. Pour certains ça peut vraiment être terrible, la catastrophe. Pour d'autres, comme nous, c'est quand même beaucoup plus léger. Alors de là à dire que nous n'avons aucune revendication, aucune plainte, etc., n'exagérons pas. Et donc ce que le Bouddha disait, c'est qu'au point de départ, il était exactement comme nous, il y avait des choses qui allaient, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et il s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment supportable de rester dans une telle situation où on n'arrête pas de passer par des hauts et des bas, c'est très instable, c'est très insatisfaisant, et nous sommes d'un instant à un autre, même si pour le moment tout va bien, à l'instant d'après, ça pourrait aller très mal. Il suffit de très peu de choses. Imaginons que ce plafond nous tombe sur la tête. On va être mal, hein, et puis on aura mal aussi. Donc c'est vrai que tout peut basculer, c'est donc beaucoup trop instable, et le Bouddha s'est dit, alors qu'il était encore prince Siddhartha, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire? Et là-dessus, il est parti en quête, il a plaqué là le pouvoir politique, donc ça n'a pas fait plaisir du tout à son père. En fait, il a fait une fugue, hein, faut pas... Et il a quitté à l'insu de sa famille le palais, puisqu'il était censé prendre la succession de son père qui était au règne du gouvernement local. Il a également, là c'est peut-être moins bien, vous me direz, mais il avait quand même des raisons péremptoires pour le faire. Il a également plaqué là sa femme et son fils. Bon, là il faut quand même avoir des raisons valables pour justifier une chose pareille. Et il est allé en quête, il a été rencontrer les maîtres de l'époque, des maîtres hindouistes, et il a fait des formations, des stages avec chacun d'entre eux. Et il a beaucoup appris avec eux, mais ça ne lui apportait toujours pas encore complètement les réponses qu'il cherchait. Tant et si bien qu'au bout d'un moment, après 6 années d'ascèse très rude, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, hein, c'était il y a 2600 ans, c'était différent d'aujourd'hui, et donc à tout point de vue, c'était pas facile. Donc des ascèses extrêmes, et il s'est dit, bon, ça ne m'apporte pas ce que je cherche, donc je reviens dans une voie plus médiane. Il a recommencé à s'alimenter, etc. Donc du coup, il a été très mal vu par ses compagnons d'ascèse qui se sont dit, mais là, c'est du laxisme complet. Il n'est pas capable d'aller jusqu'au bout et il se laisse complètement aller. Mais lui, il s'est installé sous ce que l'on a à Bodh Gaya, sous l'arbre de la Bodhi. Et il s'est plongé dans une méditation après avoir recouvré quelques forces parce qu'il avait recommencé à s'alimenter un peu. Et là, on dit qu'il a passé plusieurs stades spirituels et il a obtenu ce que l'on appelle l'éveil complet d'un Bouddha, ce qui est finalement une prise de conscience sur ce que l'on est soi-même et sur ce qu'est l'environnement, avec également l'élimination des défauts et imperfections et le parachèvement, en quelque sorte, d'un potentiel dont tout un chacun est porteur. Le bouddhisme, d'un certain point de vue, est extrêmement optimiste, puisqu'on estime, on constate plutôt, que tout être vivant ayant un esprit, cet esprit a forcément des capacités qui ne demandent qu'à être développées. Et que même si pour le moment nous trouvons que nous sommes très limités, ce qui est peut-être réaliste, ça ne veut pas dire que ce soit définitif et qu'il y aurait moyen d'améliorer les choses. Et donc, à partir de cette expérience faite par le Bouddha, d'abord, il s'était dit, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en parler à autrui? Et comme d'autres lui en ont fait la requête, pour ne pas dire la supplique, il s'est en quelque sorte résolu à quand même transmettre l'expérience qu'il avait eue, mais d'une manière libre, c'est-à-dire que
il n'a pas voulu imposer à qui que ce soit. Et la tradition, c'est que si à celui qui a fait un certain cheminement, d'autres viennent poser des questions, il ne va pas forcément répondre tout de suite, mais si l'autre insiste un peu, après tout, il n'y a pas de raison de ne pas partager, et il va partager. Mais pas question d'aller imposer, parce que c'est un chemin, et donc ce chemin peut correspondre aux uns et pas forcément aux autres. Et donc, quel était l'enseignement prodigué par le Bouddha? C'est que c'est très pragmatique, c'est-à-dire que ce qui nous arrive, ce sont des résultats qui procèdent de causes et de conditions. Et les causes et les conditions, il y en a certaines qui sont extérieures à nous, les autres intérieures à nous. Alors, ce qui est extérieur à nous, nous pouvons avoir un certain impact, une certaine influence, mais limitée. En revanche, en ce qui nous concerne, nous, sur le plan intérieur, eh bien là, ça ne dépend que de nous. À nous de voir si nous voulons ou non nous prendre en main pour progresser et dire « Ah mais moi, je suis ceci, je suis cela, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis malade, j'ai autre chose à faire. » Selon le Bouddha, si j'ai bien compris, ce sont plutôt des faux prétextes. C'est un peu de la paresse quelque part. Parce que essayer de se prendre en main, ça demande de la volonté, ça demande une vigilance, mais ça ne demande pas de tout réformer du jour au lendemain dans sa vie. C'est-à-dire que celui qui voudrait s'engager, on peut dire, dans une pratique au sens large, ou une pratique bouddhiste, puisque c'est là le propos, mais je dirais qu'après, ça revient un petit peu au même en transposant. On n'est pas obligé, et ça je vous rassure tout de suite, on n'est pas obligé de se raser les cheveux. On n'est pas obligé non plus de changer de vêtements. Dans certains cas, certains vont faire ce choix. C'est ce que j'ai fait, mais il n'y a aucune obligation. Ça n'est qu'un moyen. Ça n'est pas une fin en soi. Et par contre, pour la véritable pratique au quotidien, et c'est là qu'en fait on est déjà dans le sujet, qui que nous soyons ou que nous nous trouvions, nous sommes toujours à même de faire ce genre de travail par rapport à nous-mêmes, puisque au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Essayer de mieux nous connaître en essayant d'être de plus en plus objectif et réaliste, de manière à améliorer les choses, et pour soi et pour autrui. Alors à partir de là, évidemment, il va y avoir un certain nombre de moyens dont nous aurions besoin. Et ces moyens, évidemment, on peut les appeler études, réflexion et méditation. On peut également leur donner d'autres noms, mais ça peut se faire dans le cadre quasiment de la vie quotidienne, puisque l'étude, ça n'est pas une étude au sens universitaire, même si ça peut avoir des pans philosophiques. C'est avant tout l'étude de soi, arriver à comprendre ce que l'on est, comment on fonctionne, qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va moins bien. La réflexion, en fait, nous n'arrêtons pas de réfléchir, surtout les Français, nous qui sommes cartésiens. Donc après, c'est une façon d'orienter nos réflexions, mais ça n'a rien de nouveau par rapport à notre démarche ordinaire. Quant à la méditation, évidemment, on va pouvoir il y a plusieurs types de méditation et ça va dépendre d'une école à une autre, d'une religion à une autre ou d'une voie à une autre, puisque les techniques de la méditation maintenant, de nos jours, par exemple dans nos pays, sont utilisées dans des champs d'application qui n'ont rien de religieux et même rien de spirituel. Vous n'avez qu'à aller voir les entraînements des sportifs de haut niveau, ils utilisent des techniques de méditation, c'est-à-dire les visualisations. Ils utilisent la concentration. Donc, et à mon avis, dans beaucoup d'autres domaines de la vie sociale, on utilise peut-être d'autres termes, il n'empêche que ce sont des techniques de méditation. Parce que les techniques de méditation, c'est soit de la réflexion, on en a déjà parlé, soit de la concentration. Et dès lors que l'on fait un effort pour se concentrer, pour fixer son attention sur un objet, sur un sujet qu'on a soi-même choisi,
c'est une démarche, une démarche méditative. Alors, est-ce que c'est pour autant une pratique bouddhiste? Non, pas forcément. Il n'y aura méditation bouddhiste, comme je le disais tout à l'heure, que si ça se fonde sur une prise de refuge en les trois joyaux. Je dirais que justement, ça ouvre le champ, parce que ça veut dire que tout un chacun peut utiliser la méditation sans obligatoirement être bouddhiste. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que tout le monde peut y avoir accès et en tirer un certain nombre de résultats. Et au travers de cette démarche étude, au sens que j'ai dit, réflexion et méditation, eh bien, normalement, ça devrait nous permettre d'agir avec de plus en plus de discernement. Et qui dit discernement dit également plus d'efficacité et de meilleurs résultats, et pour soi et pour autrui. Et c'est pour cela également que dans la pratique du bouddhisme, mais finalement la pratique du bouddhisme utilise des moyens logiques et universels en leur donnant une connotation bouddhiste par la prise de refuge sans plus. Mais les moyens en question finalement sont tout à fait normaux, si j'ose dire, et ça n'a rien d'exotique. Et donc on dirait qu'il serait très important d'opérer ce qu'on appelle l'union entre la méthode et la sagesse. Alors, la sagesse, on a tout de suite une petite idée de ce que cela représente. C'est la sagesse au sens du discernement, pas forcément l'érudition. Et dans certaines écoles philosophiques, les prasangika, on utilise carrément le terme de bon sens, le bon sens commun. C'est-à-dire que si vraiment il y a quelque chose qui est important dans la vie, c'est le bon sens, c'est le discernement, c'est arriver à ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Tout simplement. Et donc là, c'est vraiment une valeur dont nous aurions tous besoin. Nous en avons tous la potentialité. La seule chose, c'est que souvent, si nous n'arrivons pas à faire preuve de discernement, c'est parce que nous sommes pris dans presque un cercle vicieux d'agitation. Nous sommes pris par l'urgence. Et c'est là que la méditation également revêt une importance fondamentale pour nous donner de l'espace et la détente qui vont nous permettre de recourir à notre discernement. Il y a une autre manière de présenter le chemin spirituel ou la pratique en trois aspects ou en trois temps: éthique, concentration, sagesse. Et les trois s'entraident. Nous avons besoin, à chaque instant de notre vie, de notre discernement. Imaginons que nous ayons une quelconque maladie, diabète ou autre, même ça peut être un rhume. Il faut quand même un peu de discernement pour prendre les médicaments à bon escient et pas nous tromper de pilule, parce que sinon ça pourrait avoir des effets même extrêmement graves. Donc rien que pour ça, nous avons besoin de discernement. Si vous voulez pas avoir des ennuis avec la famille quand c'est vous qui préparez le repas, il vaut mieux avoir du discernement, parce que si vous n'arrêtez pas de confondre le sel et le sucre, la tarte aux abricots sera peut-être pas terrible en étant hyper poivrée et salée, et la salade sucrée, bon, ça dépend des goûts, hein, mais faut s'habituer, faut s'habituer. Et parfois, il y a pire. Je me rappelle cette fois où on m'a fait déguster une délicieuse salade de tomates, manque de peau. La personne qui avait assaisonné s'était trompée d'ingrédients et elle avait mis du liquide pour vaisselle au lieu de l'huile. J'ai eu de la chance, quelqu'un d'autre a goûté avant moi. Mais là aussi, c'est de l'ordre du discernement. Et donc le discernement, faut pas penser que tout de suite on se retrouve dans des discussions socratiques. Pourquoi pas? Parce que c'est du bon sens. Mais c'est aussi la vie de tous les jours, c'est le quotidien. Nous avons besoin à chaque instant pour prendre notre train. Vaut mieux savoir quel est le bon quai, etc., etc. Donc le discernement, la sagesse, nous en avons besoin. Mais comme on le disait, quand nous sommes en train de courir, et nous dans notre monde moderne, nous c'est vrai que nous avons beaucoup de chance, mais étant donné que nous sommes également un peu dépassés par nos propres inventions, nous finissons par devenir les esclaves des machines qui auraient dû être à notre service. Donc, je vous parle en connaissance de cause, moi qui suis devenu complètement addict Internet. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'il n'y a plus du tout de recul.
Donc si on n'a pas des plages, on pourrait dire, de sérénité, de calme, on peut appeler ça concentration, hein, pour se poser un peu, eh bien, on n'a pas la, comment dirais-je, la détente mentale nécessaire pour vraiment utiliser cette qualité naturelle que nous avons tous, notre discernement. Après, ça peut s'améliorer, mais nous avons tous forcément un embryon de discernement qui ne demande qu'à être épanoui. Seulement pour pouvoir avoir vraiment le vrai discernement et suffisamment de concentration, bon là c'est une vision des choses que tout le monde ne va pas forcément partager, mais qui a quand même un intérêt, je crois, pour la paix sociale et pour la paix intérieure, c'est qu'il faudrait comme fondement ce que nous appelons l'éthique. Si on n'a pas une certaine éthique de vie, il est extrêmement difficile de se concentrer et il est donc très difficile de faire preuve de discernement. Le discernement, ça n'est pas que de l'intelligence. On peut ne pas avoir du tout d'éthique et être brillant et être très intelligent. On peut avoir une forme d'intelligence qui serait au service d'une vie dépourvue d'éthique. Et c'est là qu'on va trouver des gangsters, des escrocs de haute volée. Mais dire qu'ils font preuve de sagesse, ça me paraît ça me paraîtrait un peu abusif. Après, à nouveau, c'est une question de choix de vocabulaire, hein, mais l'éthique, c'est quand même assez particulier. Ça serait en fait comme adopter certains types de comportements, non pas parce qu'ils auraient été simplement imposés de l'extérieur, mais parce qu'on se serait rendu compte par la réflexion, par l'observation, qu'on a tout intérêt à agir de cette manière, qu'on y a intérêt et pour soi et pour les autres. Et c'est pour ça qu'il y a quand même toujours cette dimension. Il y a notre quotidien et puis il y a la société. Parce que les autres, ça peut être déjà les personnes de notre famille, mais c'est déjà une société, c'est la société familiale. Et puis ça peut être la société nationale, ça peut être la société universelle, humaine. Mais pas uniquement humaine, il y a également les autres êtres vivants qui impliquent. Et l'éthique, évidemment, on peut d'abord être rechigné un peu en se disant mais c'est quoi toutes ces règles moralisatrices, etc., etc. Mais là aussi, c'est parce qu'on bute sur les mots. Mais franchement, s'il n'y a pas un peu d'éthique, ça veut dire qu'on se dirait on peut faire n'importe quoi. Une liberté, mais qui serait exagérée au sens de elle ne s'arrêterait plus là où commencerait la liberté d'autrui. Et qu'est-ce qui nous permettrait de justifier le fait que nous tuions à notre gré tous les gêneurs, que nous allions chercher les objets dont nous aurions envie, peu importe qu'ils soient dans le sac du voisin, etc. Bon, déjà, ça pose quand même un problème du point de vue du respect de l'autre, mais il faut également voir qu'il y aurait les effets boomerang vis-à-vis de nous. Si nous allons nous servir dans le jardin potager du voisin, en plus en ayant saccagé son muret, il va certainement ne pas être très content et donc réagir. Et donc nous risquons d'avoir des problèmes avec lui. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en fait l'éthique, c'est vraiment d'arriver à comprendre que certains comportements correspondent à un respect minimal et naturel de l'autre et également de soi. Ne pas se mettre en danger et garder une certaine dignité, un certain sens de l'honneur. Et donc nous, on verrait cette gradation entre l'éthique qui est vraiment fondamentale, qui permet du coup, si on ne fait rien qui soit dommageable à autrui, il n'y a pas de raison que les autres viennent nous attaquer, donc on peut être tranquille, donc on a le temps de réfléchir, on a le temps de méditer, de se concentrer, et du coup, notre faculté de discernement pourrait aller en s'accroissant. Et c'est là qu'on voit également que encore hier, j'accompagnais Rinpoché, qui présentait ce qu'était le bouddhisme à un public soi-disant de personnes relativement nouvelles. Et Rinpoché n'a pas arrêté de parler de ce genre de choses et de ce que serait la pratique bouddhiste, mais qui est en fait une pratique d'instant en instant. Et à la fin, il y a quelqu'un qui disait, oui, mais dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut pratiquer? On a répété,
Mais il disait, oui, mais où est-ce qu'il y a une pratique? Parce que souvent, quand on parle de pratique, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit hors du commun. Il faut qu'on ajoute quelque chose qui soit original, qui soit exotique. Bah, oui, on peut, hein, c'est pas interdit, mais c'est pas obligatoire. Ça peut être un supplément intéressant pour parfois se focaliser et se donner des petits coups de rappel. Mais tant qu'on n'arrive pas à intégrer finalement ce travail sur soi, on peut l'appeler pratique, mais on peut l'appeler travail sur soi, ou discipline personnelle même tout simplement, dans le quotidien, bah, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc la journée, en quelque sorte, serait scandée par plusieurs étapes. Il y aurait la partie motivation dont on parlait tout à l'heure, qui, selon nous, est extrêmement importante, parce que finalement, ce que l'on fait, en général, c'est neutre. Et ce qui fait qu'une activité neutre, ensuite, soit bonne ou mauvaise, c'est-à-dire soit bienveillante ou malveillante, ça dépend beaucoup plus de l'état d'esprit que de l'activité elle-même. Prenons des cas un peu différents. Donner à manger, c'est neutre. Ça peut être bienveillant si on le fait parce que vraiment on a de l'affection pour l'autre, ou au moins du respect, et qu'on veut lui faire plaisir, qu'on veut lui apporter quelque chose qui puisse lui être utile. Mais dans certains cas, ça peut être malveillant. C'est peut-être pour le rendre malade. C'est peut-être pour lui faire rater une autre activité. Donc, le geste même de donner à manger à quelqu'un, c'est pas forcément bon en soi. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on fait et pourquoi on le fait. Et ça peut rester très souvent complètement neutre. Inversement, infliger une douleur à quelqu'un. A priori, on pourrait se dire c'est toujours négatif. Ben non, pas toujours. Pas toujours. C'est parfois nécessaire. Sinon, comment est-ce qu'ils feraient les médecins et les infirmiers qui nous soignent? Parce que franchement, leur piqûre, ça fait mal. Mais si sous prétexte de jamais nous faire mal, ils se refusaient à nous administrer certains soins pénibles sur le moment, mais qui vont nous permettre de guérir, ben ça ne marcherait pas. Donc, quand quelqu'un qui est dans situation de soignant ou d'éducateur impose certains soins qui sont douloureux sur le moment, c'est pas forcément par malveillance. Ça peut être par amour, ça peut être par bienveillance. Et ensuite, dans la société, on peut transposer ça à tous les niveaux. Je n'ai pas à me mêler de gouvernance, mais en notre période où justement on dit qu'il y a certaines mesures qui sont à prendre, que ça risque d'être très douloureux, mais que si on ne les prend pas, on va droit dans le mur, ça demande énormément de courage. C'est vrai, parfois de prendre certaines mesures. C'est pas forcément bien vu par la population, ça demande beaucoup de pédagogie. C'est parfois nécessaire. Et ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un prend ce genre de mesures, qu'il est malveillant. Bien au contraire. Et c'est là tout le problème d'ailleurs de l'application du discernement. Parce que la personne qui a du discernement se rend compte parfois qu'il y a des choses qui sont à faire et qu'il faut les faire. Puis les autres personnes qui n'ont pas les mêmes éléments et qui n'ont pas forcément la démarche réflexive vont dire mais qu'est-ce qu'on vient nous imposer là, mais ça, on n'est pas du tout d'accord et on va se rebeller, etc. Et ça peut être extrêmement dangereux. Et là, l'importance que tout le monde puisse épanouir ses facultés de discernement, ça permettrait également de mieux mesurer les événements, les informations, etc. Ce qui nous mène à la constatation évidente que ce que nous appelons pratique au quotidien, oui, c'est une pratique au quotidien, ça a forcément des impacts sur tout notre environnement et donc sur toute la société, sur notre environnement. Parce que si nous nous comportons n'importe comment sous prétexte que nous vivons dans un pays qui est quand même prospère. Donc nous avons beaucoup de choses à notre portée. Du coup, nous faisons des excès d'eau. Nous diffusons des gaz carboniques dans tous les sens sans du tout nous restreindre. C'est pas du tout faire preuve de discernement. Et nous nous mettons nous-mêmes en danger, nous mettons les autres en danger. Donc c'est pour bien montrer que finalement, ce que nous appellerions une pratique,
c'est avant tout une pratique sur nous, un travail sur nous, mais qui a énormément d'implications pour nous, pour notre entourage immédiat, parce que des parents qui font preuve de discernement, a priori, ça va être bénéfique pour leurs enfants. Et puis ça va être en plus un bon exemple. Dans le monde du travail, il en ira forcément de même, mais sur tous les plans de la vie sociale. Surtout que d'après les analyses qui auraient été faites par de grands philosophes, mais pas uniquement bouddhistes, également hindouistes, mais puisqu'on parle de bouddhisme, notamment bouddhistes, il y a les liens de dépendance entre les différents phénomènes. Une de nos grandes difficultés, c'est que, c'est naturel, hein, instinctivement, nous nous percevons comme le centre du monde. Et d'une certaine manière, le reste du monde, soit il n'existe pas, soit il est là, mais à notre service. Et ça pose un vrai problème. Alors nous, dans notre jargon plus technique, nous allons parler de la saisie du soi. Mais la saisie du soi, c'est finalement se considérer soi-même comme une entité absolue, donc prééminente, primordiale, la plus importante qui soit, et donc tout le reste devient secondaire, mais à notre service. Et si ça nous gêne, eh ben, il faut le supprimer. Si nous arrivons à dépasser cette vision et à voir que oui, nous existons, mais que nous ne sommes qu'un phénomène conditionné comme les autres, en lien avec les autres, ça change tout. Parce que du coup, nous avons également besoin que le reste soit en bonne condition, il va y avoir une interaction. Et donc dans le bouddhisme, on insiste beaucoup non seulement sur les liens entre les causes et les résultats, mais également sur les liens de dépendance d'un phénomène à un autre. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'effet papillon, avec le papillon qui bat de l'aile ici et ça peut donner une tornade à l'autre bout de la planète. Donc, c'est pas forcément une tornade négative, ça peut être une tornade positive aussi. Ça peut avoir des effets. Et ce que l'on constate, c'est que rien de ce que nous faisons, en fait, n'est anodin. Nous avons l'impression que la plupart de nos actes n'ont aucune portée. Alors qu'en fait, ça a une portée, parce que c'est un peu comme les économies. On a l'impression que mettre 1 euro dans un petit cochon rose par jour, c'est rien. Seulement, à la fin de l'année, ça fait quand même une petite cagnotte. Et si on vit 100 ans, on se retrouve avec une petite fortune. Et il en va de même pour tous les actes de notre vie quotidienne. C'est-à-dire que nous pouvons nous dire, oh ben, je vais jeter un papier par la fenêtre. Quelle importance, ça n'est qu'un petit papier. Mais si les 1000 personnes qui passent sur cette même route font ce même petit geste, la route est dégoûtante en fin de journée et même à mi-journée, etc., etc. Ne laisser de l'électricité qui allumée, c'est rien. C'est chez nous, puis en plus on paye la note d'électricité. Oui, on la paye. Oui, mais quand même. C'est une dépense inutile d'énergie, etc. Et donc ça, c'est tous les liens de dépendance, c'est-à-dire que également dans cette démarche de réflexion, ça serait au fond l'idée du bouddhisme, c'est que nous avons un énorme potentiel, mais également du coup nous avons une énorme responsabilité. Nous pouvons faire beaucoup de choses, nous faisons déjà beaucoup de choses, mais pour notre bien et pour le bien d'autrui, autrui au sens très large, si nous essayons de faire de plus en plus preuve de ce discernement qui est notre apanage, n'est-ce pas, et qui ne demande qu'à être épanoui, tout le monde en serait en fait bénéficiaire. Et la pratique au quotidien, évidemment, ça va comporter éventuellement des prières, évidemment, ça va comporter des périodes de méditation, mais la méditation peut se faire en marchant, peut se faire en mangeant, on n'est pas obligé forcément, on peut s'asseoir sur un coussin dans une certaine posture, c'est une aide, mais c'est pas une obligation. On peut faire des retraites, mais à nouveau c'est un moyen, c'est une aide, ce n'est pas non plus une obligation. Mais si on intègre de plus en plus ce genre de pratique, c'est-à-dire de vigilance, de travail sur soi, et de vigilance également à ses faits et gestes, en fait, il y a des implications qui sont très nettes, et pour soi, et pour autrui, au sens d'abord plus limité, l'entourage immédiat,
Mais même si nous ne nous en rendons pas compte, après, dans un périmètre qui va toujours en s'élargissant. Et c'est pour ça que quand la personne qui organise la journée ouverte m'avait dit, ça serait bien que tu fasses une conférence, mais de quoi est-ce qu'on pourrait parler? Ben, je lui ai dit, j'aimerais bien faire un lien entre le quotidien et la société. Parce que je pense qu'il est, mais je peux me tromper, hein, c'est juste un point de vue, sans plus, que ça serait bien de dépasser un peu l'image trop restrictive qu'on a de la pratique religieuse ou de la pratique spirituelle. La pratique, c'est pas simplement aller à heure fixe dans un temple ou à un endroit pour faire des prières et puis le reste du temps faire absolument tout ce qui nous passerait par la tête sans aucune discipline intérieure. Alors évidemment, on pourrait dire c'est pas très rigolo comme programme, hein. En fait, si, parce que je ne sais pas si vous avez peut-être fait ce genre également d'expérience. D'une certaine manière, c'est quand il y a une règle qui est acceptée. C'est là qu'on se sent le plus libre. Et qu'on peut du coup être beaucoup plus détendu et beaucoup plus joyeux. Alors évidemment, après, il peut y avoir plusieurs cadres. Dans la famille, déjà, il y a toujours des règles. Elles ne sont pas forcément écrites sur un papier, mais il y a quand même des règles de vie commune. Si tout le monde les assume et les accepte, mais la vie se passe très agréablement, puisque personne ne dérange les autres. Dans un monastère, on pourrait se dire, c'est un peu militaire tout ça. Oui, et c'est ça qui est formidable. Parce que du coup, pour les choses banales et courantes, on n'a plus à se poser de questions. Il y a un emploi du temps. Et du coup, on gagne énormément de temps pour penser à l'essentiel. Et dans la vie courante, c'est pareil. C'est tout l'avantage par exemple, de ceux qui ont un travail de bureau relativement régulier. Oui, c'est un côté casse-pied, mais ça dégage du temps et ça dégage l'esprit. Parce qu'on n'est pas obligé toujours de se demander, mais qu'est-ce que je dois faire, etc. On sait ce qu'on a à faire. Et dans cet espace-là, du coup, on est complètement libre. Et donc, finalement, que ça soit la discipline extérieure ou la discipline intérieure, je peux me tromper, on peut avoir d'autres opinions. Après tout, chacun est libre également de faire les analyses et d'aboutir à d'autres conclusions. Mais ça semblerait en fait un cadre très porteur pour être d'autant plus libre. Dans une société comme la nôtre, pourquoi est-ce que nous pouvons jouir d'autant de liberté? Ben parce qu'il y a une loi. Parce qu'il y a une loi. Et parce qu'il y a cette loi, dans le cadre de cette loi, tant que nous ne débordons pas du cadre, eh ben, ça nous permet de faire quasiment tout ce que nous pourrions avoir envie de faire. Dans les pays où il y a beaucoup moins de liberté, pourquoi? Ben, c'est parce que la loi également est conçue différemment et que ben, il n'y a pas cet espace, etc. Et il n'y a pas ce consensus. Il n'y a pas cette acceptation des personnes qui supportent la législation. Dans un pays qui est démocratique, comme normalement il y a une acceptation générale, eh bien ça donne énormément, mais on le voit pas uniquement au cadre national, dans les organismes, moi je travaille beaucoup en milieu associatif, ça ne fonctionne que parce qu'il y a un cadre qui est admis, et tant qu'on reste dans le cadre, ça marche bien. Dès qu'on déborde du cadre, ça marche plus. Et il y a des problèmes. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, on peut difficilement faire l'impasse entre le quotidien et la société, bah tout simplement parce que nous vivons en société. Et il y avait également une deuxième raison pour laquelle j'avais eu envie de traiter ce sujet, c'est que parfois j'ai entendu des réflexions qui sont assez courantes, mais c'est parce que le bouddhisme est encore relativement peu connu et qu'il y a des images assez fausses, parfois des images d'Épinal. Alors déjà, pour retirer les images d'Épinal, c'est pas parce qu'on est bouddhiste qu'on est parfait. Donc ça, les bouddhistes de naissance. Mais ceux qui deviennent bouddhistes par choix, c'est au contraire parce qu'on se rend compte que ça ne va pas et parce qu'on a des défauts et des imperfections qu'on ressent le besoin de chercher une thérapeutique, en quelque sorte, une thérapie ou une méthode qui devrait nous permettre d'aller vers un mieux. Si nous étions, tant que nous estimons être parfaits, nous n'avons pas besoin de faire une pratique spirituelle, nous sommes déjà parfaits. C'est parce que nous prenons conscience que nous ne sommes pas parfaits que nous nous disons j'aurais peut-être besoin d'une méthode. Donc c'est normal que parfois on commette des erreurs, etc. C'est quelque part dans le contrat. Il y a d'ailleurs dans les débats philosophiques chez les Tibétains, souvent le grand débat, est-ce que le Bouddha est bouddhiste?
Parce qu'au fond, il n'en a plus besoin de la méthode, il l'a déjà mise en application. Bon, après, on peut quand même admettre que comme il a expérimenté avant et qu'après c'est lui qui l'expose, il garde quand même un petit quelque chose de bouddhiste, mais d'une certaine manière, il est au-delà. Il n'a plus besoin de cette méthode puisqu'il en a tiré tous les fruits. Donc déjà, c'était un point. Et également, on dit, oui, mais les bouddhistes, ils passent leur temps assis en concentration sur leur coussin et ils sont complètement déconnectés de la société. Et donc, même ils perdent complètement, ils n'ont plus les pieds sur terre, etc. Alors, c'est vrai que ça peut arriver. Hein. J'en connais, je ne citerai pas de nom. Mais c'est vrai qu'on peut avoir cette tendance parce que c'est pas désagréable non plus. Mais ça peut être aussi un passage où on a besoin aussi quelque part de se ressourcer, de se recentrer. Mais par essence, la pratique du bouddhisme, normalement, ne devrait pas... C'est, je sais plus, quelqu'un qui disait, c'est avoir les pieds bien sur terre et la tête dans le ciel. C'est-à-dire que on va faire des travaux d'élongation, si j'ose dire. C'est-à-dire essayer effectivement de bien cultiver le sens commun, vous savez, bien paysan, où on est vraiment les pieds sur terre, très pragmatique. Mais également en essayant d'avoir, les maîtres tibétains Kandampa, ils disaient, il faut avoir le regard qui porte loin et la poitrine large, c'est-à-dire qu'il faut avoir du courage, le regard qui porte loin, mais également prendre le temps de respirer. Hein. C'est-à-dire, oui, il faut avoir des objectifs à long terme, mais il faut s'en donner le temps. Mais qui pratique également de cette manière, même s'il n'a pas un travail social directement, son attitude va avoir des répercussions sur la société, automatiquement, déjà parce qu'il se conduit bien. Donc s'il se conduit bien, c'est qu'il respecte la loi. Donc c'est déjà ça. En plus, quelqu'un qui se conduit comme ça, quelque part, il sert de modèle. Ça peut avoir une influence positive. Et si on prend maintenant les statistiques qui peuvent être fausses, on remarque que dans la plupart des centres bouddhistes, les effectifs sont composés dans des majorités écrasantes de personnes qui sont dans l'enseignement, dans les milieux médicaux, paramédicaux et les travailleurs sociaux. Alors dire qu'il n'y a aucune implication sur la société, moi je veux bien. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on appelle avoir des implications sur la société? Évidemment, il faut agir d'une manière neutre. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver avec notre petite étiquette bouddhiste, etc. Mais dès lors que quelqu'un qui a une démarche sur lui et qui est dans la position du médecin, de l'infirmier, de l'éducateur des rues, etc., etc., il va forcément avoir une certaine vision des personnes qu'il va rencontrer. Et s'il les incite à plus d'éthique, à plus de concentration et à plus de sagesse, à la limite, ça ne devrait pas avoir des effets trop négatifs. Donc de ce point de vue-là, il y a effectivement des répercussions indéniables sur la société environnante avec toutes les strates. Hein. Je pars d'abord du cercle familial, mais qui est une société miniature, en allant en élargissant. Et puisque je vais quand même prêcher un peu pour ma paroisse, puisque je suis actuellement assez active aux joies dans le cadre de l'Union bouddhiste de France, nous sommes complètement en lien avec la société, puisque le rôle de l'Union bouddhiste de France est une association d'associations bouddhistes. Et notre rôle, ça n'est pas d'être un centre bouddhiste, il n'y a pas raison de leur faire de la concurrence, ils ont leur job, si j'ose dire. Et nous, notre job, c'est de représenter la communauté bouddhiste au sein de la société. Et donc, par rapport au pouvoir public, par rapport aux administrations, etc. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, mais dès lors qu'on est des éléments d'une société, on est obligé, on ne peut qu'en prendre acte. C'est une réalité. Il y a forcément également une interaction. Et par exemple, c'est par l'intermédiaire de l'Union bouddhiste de France qu'il y a peut-être il y a les émissions religieuses que vous regardez peut-être parfois le dimanche matin, les sagesses bouddhistes. C'est en fait par ce biais-là que le président fondateur avait pu obtenir ceci qui est quand même un tremplin assez important, non pas pour faire du prosélytisme, mais simplement pour faire connaître. Pour faire connaître, sachant également que ce qui est assez amusant, en tout cas actuellement, quand on parle du bouddhisme en France, vu les liens historiques de la France avec beaucoup de pays asiatiques et notamment du sud-est asiatique,
il y a 15 jours, 3 semaines, on a organisé la fête du bouddhisme à la Grande Pagode du Bois de Vincennes. Et nous avons eu la chance, je vous le disais, monsieur le maire, d'avoir la visite de monsieur le ministre de l'Intérieur. Et après, il a très gentiment proposé de faire le tour des stands. Et j'avais vraiment l'impression de lui faire faire le tour de l'Asie. Parce qu'il y avait des stands tibétains, il y avait des stands japonais, il y avait des stands chinois, cambodgiens, laotiens, sri-lankais, etc. Et donc, à défaut d'autre chose, disons que quand on fréquente ces milieux bouddhistes, je dirais que de toute manière, c'est une école culturelle et de tolérance très intéressante. Pourquoi? Parce que même en dehors du bouddhisme lui-même, ça amène à voir des personnes qui viennent de tous les milieux et quasiment, enfin de tous les pays, en tout cas de tous les pays d'Asie. Donc c'est extrêmement varié et ça permet d'avoir des angles extrêmement différents. Donc il y a cet aspect également culturel qui est évidemment en phase avec la société. Parce que toutes ces personnes-là, beaucoup d'entre eux sont en fait des réfugiés. En tout cas, les générations premières étaient des réfugiés d'Asie du Sud-Est. Et ça a forcément également des répercussions, et pour eux et pour nous, dans le cadre de notre société. Et toujours, pour vous donner un peu une idée de ce que nous faisons, nous sommes en train de mettre sur pied des aumôneries dans les prisons, dans les hôpitaux. Après, on verra un peu ce que ça va donner. Mais là, également, ça n'est pas non plus pour nous imposer. Normalement, quand on fait ce genre d'activité, c'est toujours à la demande. C'est pour répondre à des demandes et non pas pour créer une offre. Mais c'est également pour véhiculer ce même genre de valeurs fondamentales qui sont l'éthique avant tout, la concentration et la sagesse et apporter un peu de réconfort. Donc tout cela pour vous montrer que la pratique au quotidien est forcément inscrite dans une position sociale que nous avons nécessairement. Nous ne sommes pas des ermites isolés au fin fond d'un désert. Nous sommes des éléments de la société. Et donc cette société, elle nous apporte beaucoup. Nous avons donc une responsabilité également d'apporter quelque chose en retour. Donc c'était juste les quelques points dont j'avais envie de parler. Si vous avez quelques questions, vous êtes les bienvenus. Je ne m'engage nullement à y répondre parce que je ne pourrais le faire que si j'ai une vague idée des réponses. Mais donc, si vous avez, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis après, nous pourrons aller déguster quelques momos. Parce que vous savez, les petites boules tibétaines avec des légumes ou de la viande, c'est pas mauvais. Il y a une derrière. Bonjour. Est-ce que deux écueils possibles du bouddhisme ne seraient pas finalement une structure pour conforter la société telle qu'elle est, ou bien, autrement, simplement une thérapie, comme on voit par exemple que le yoga devient une thérapie, alors qu'initialement, ce n'est pas une thérapie. Alors là, vous avez raison. Alors, est-ce qu'il faut utiliser le terme d'écueil? Je ne sais pas. Je pense qu'à partir du moment où une voie, ou une religion, ou disons au sens plus large, une voie, commence à être un petit peu plus connue dans une société, cette fois-ci au sens large, il y a forcément un certain nombre de personnes qui vont s'approprier des moyens sans forcément adhérer à tout. Alors ça peut être un danger si on amalgame tout, mais c'est plutôt une richesse si on fait la part des choses. Si d'une part, pour reprendre l'exemple du yoga, si du point de vue des hindouistes, eux, ils conservent leur tradition du yoga avec toute la dimension religieuse et spirituelle, c'est absolument pas gênant que des personnes ne prennent quelques techniques en les déconnectant et en les utilisant dans leur vie quotidienne pour un mieux-être. Là où c'est ennuyeux, si on amalgame tout et que si du coup, yoga ne représente plus que les techniques déconnectées de la source. Mais si on arrive à rester conscient et à faire la part des choses entre le yoga en tant que pratique religieuse et spirituelle d'une part et une certaine forme de
technique de yoga, mais peut-être que là, Verena pourra mieux répondre que moi. Je pense que c'est même un apport à la société, parce qu'il ne s'agit pas de convertir toute une société à une certaine voie, mais partager avec elle certains moyens qui sont d'utilité publique, d'une certaine manière. Pourquoi pas? Parce que certaines techniques du yoga, notamment la concentration sur le souffle, etc., j'aurais tendance à dire que sans aucune étiquette religieuse, même on apprendrait aux enfants à la crèche, à l'école maternelle à le faire, ils seraient beaucoup plus calmes, ils auraient une meilleure santé et ça leur permettrait de faire des études. Donc, pourquoi pas, je pense pas que ça soit un écueil, à condition d'arriver à voir qu'il y a deux choses différentes. Et pour le bouddhisme, c'est vrai que petit à petit, mais ça a eu lieu également dans tous les pays d'Asie où le bouddhisme s'était implanté, il y a ceux qui vont vraiment considérer le bouddhisme comme leur religion, comme leur pratique, et qui vont aller sans doute à un plus haut niveau, en tout cas qui vont essayer de le faire. Et puis à partir de là, il y a un certain nombre de moyens, de valeurs, etc., qui vont se diffuser dans la société. Et si c'est repris par des personnes qui, en dehors de ça, n'ont pas particulièrement de démarche, pourquoi pas? C'est-à-dire que si des valeurs telles que l'éthique se répandent, même si c'est plus selon la tradition strictement bouddhiste, je dirais qu'à la limite, ça m'est égal s'il y a plus de gens qui ont une bonne éthique. Mais à condition de faire la distinction entre ce qui serait le bouddhisme en tant que tel et puis certains moyens qu'on peut transposer ailleurs. Donc il faut être vigilant, mais il y a c'est normal qu'il y ait un partage. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais à part ça, c'est vrai que, notamment à l'Union bouddhiste de France, puisque nous, par exemple, il y a certains groupes que nous n'allons pas mettre en membres actifs parce qu'ils sont plutôt sympathisants bouddhistes ou d'inspiration bouddhiste et pas bouddhistes. Mais ça n'empêche pas de les respecter et même d'apprécier leur présence parce que ça veut dire qu'ils reprennent certaines de nos valeurs ou certaines de méthodes. Tant mieux, tant mieux. On peut pas. Je crois qu'il y avait monsieur qui a levé la main au fond. Bonjour. C'est au sujet des applications de la méditation. Moi, ce qui m'a frappé depuis peut-être une dizaine d'années, c'est le nombre d'études médicales, de plus en plus, qui mentionnent les effets positifs de la méditation sur la santé. Alors, par exemple, renforcement des défenses immunitaires. Par exemple, augmentation de la densité de matière dans le cerveau. Alors ça, c'est extraordinaire, je trouve. Alors, ça ressemble presque à une sorte d'antidote à la maladie d'Alzheimer, puisque ça a un peu l'effet inverse. D'où la question, est-ce que on pourrait peut-être utiliser les techniques de méditation en tant qu'outil de prévention de la maladie d'Alzheimer, puisque des études scientifiques semblent l'indiquer, et donc d'autant plus qu'un des buts du bouddhisme, c'est quand même la résolution de la souffrance, que la maladie d'Alzheimer, c'est quand même 800 000 malades en France. Ça veut dire quelques millions de gens qui souffrent beaucoup finalement en France à cause de ça. Voilà, donc je me pose la question, est-ce que la méditation pourrait servir à cette prévention ? Alors là, j'ai bien fait de ne pas m'engager tout à l'heure à répondre, parce que là, c'est typiquement le genre de question où je suis totalement incompétente. Ceci dit, la question que vous soulevez est évidemment intéressante, mais il faudrait voir ça avec des personnes compétentes, c'est-à-dire des médecins. Je sais, je connais un certain nombre de médecins. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler du docteur Christophe André, qui a fait beaucoup de livres qui sont fort appréciés dans le grand public. C'est un psychiatre qui travaille dans le groupe hospitalier de Sainte-Anne à Paris. Et il utilise des techniques de méditation avec ses patients, que ce soit à l'hôpital ou à son cabinet. Et apparemment, lui dit
que dans le cadre de ces thérapies, mais également d'une manière plus large, il écrit des livres, par exemple, pour conseiller certaines techniques aux parents vis-à-vis de leurs enfants, etc., en s'inspirant de la méditation. Donc lui-même n'est pas bouddhiste. Donc là, c'est typiquement le genre de cas dont on est en train de parler. Il n'est pas bouddhiste, il s'est intéressé à la méditation, il utilise dans son travail et dans les conseils qu'il prodigue au grand public les techniques de la méditation. Par rapport à la maladie d'Alzheimer, franchement, alors là, j'ai aucune, enfin, je peux vraiment rien dire. C'est vraiment pas à moi de le dire. La question est intéressante, mais là, il faudrait le dire aux personnes directement concernées, c'est-à-dire les chercheurs. Et maintenant, ce que l'on pourrait effectivement avoir tendance à dire aussi, parce que j'aurais tendance à dire également, c'est que le terme de méditation est à la mode. Est à la mode peut-être parce que il correspond à un besoin que nous ressentons dans notre monde agité et pressé. Et que c'est peut-être devenu un besoin, on l'appelle maintenant méditation, mais que autrefois, ça se faisait d'une manière naturelle et avec d'autres termes. Parce que dans le bouddhisme, on va parler de méditation, mais au fond, dans les autres religions, par exemple, il y a le recueillement, il y a la contemplation. Donc les personnes avaient l'habitude de s'adonner à ce genre de moments qui leur permettaient de se tourner vers eux-mêmes. Et puis il y avait également tout simplement le mode de vie. C'est pas du tout la même chose que d'être en train de courir dans une grande métropole comme Paris, Marseille, etc. et d'être berger dans la montagne. Alors je ne veux pas dire que le travail de berger ne présente pas certains aspects dangereux et durs, mais quand on est dans la nature et qu'on passe des heures avec ses troupeaux, etc., je dirais que la méditation ou le recueillement se faisait d'une manière complètement naturelle. Quand on avait ce genre d'activité, quand on avait des moyens matériels moins performants qu'aujourd'hui, et que le rythme de la vie était en parallèle avec le rythme des saisons, il y avait quand même pas mal de saisons de l'année où les nuits étant extrêmement longues, en tout cas dans nos pays, on ne pouvait pas faire grand-chose. Bah, c'était des périodes, je dirais, presque de méditation, de recueillement presque naturel, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, que la chandelle, elle avait et on avait donc un rythme qui, à certains moments de l'année, il y avait des moments où c'était également très très intense pendant les récoltes. Il y avait d'autres moments où automatiquement on avait du temps pour se poser un peu, pour réfléchir, pour prendre de la distance. Alors évidemment, ça dépendait des milieux sociaux, etc. Mais maintenant qu'on a des milieux qui nous permettent d'être tout le temps chauffés, tout le temps éclairés, etc., etc., il n'y a plus d'interruption. On ne peut plus hiberner. Et du coup, on a besoin de la méditation qu'on va insérer d'une manière un peu artificielle, mais qui revient peut-être à un besoin naturel. Merci. Je vous en prie, mais je n'ai pas répondu, mais je ne peux pas. J'ai juste une petite question subsidiaire, si vous voulez bien. Justement, dans le but d'essayer d'évaluer un petit peu si la méditation serait efficace contre la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'il vous semblerait possible d'essayer de faire une sorte d'enquête dans les monastères bouddhistes pour avoir des statistiques de cas d'Alzheimer dans les monastères un peu partout sur toute la planète? Est-ce que c'est possible, ce genre d'entreprise? Là où il y a peut-être déjà des statistiques, il faudrait voir, mais je ne suis pas sûre que ça soit transposable parce que il faut également tenir compte des cultures, du mode d'alimentation, etc., etc. Donc les résultats vont pas être pertinents. Mais prenons l'exemple du Japon. Bon, le Japon est un pays bouddhiste, mais pas uniquement, hein. Donc il y a d'autres religions qui sont présentes. Mais c'est un pays également où apparemment c'est là qu'on trouve le plus grand nombre de centenaires et des gens qui dépassent allègrement le cap des 100 ans et plutôt en bon état. Mais je ne sais pas si c'est la méditation, c'est beaucoup le régime alimentaire. Beaucoup le régime alimentaire. Donc c'est assez difficile. Bon, déjà, obtenir les chiffres, ça serait pas évident. Et après, il y aurait énormément de critères qu'il faudrait ajouter pour un petit peu cerner les déductions. Donc, à voir. En tout cas, ce qu'on peut déjà constater, et ça c'est une certitude, c'est que selon certaines techniques de méditation, ça fait appel à certaines de nos qualités.
notamment la mémoire et la vigilance. C'est un apprentissage de l'attention. Donc, pour lutter contre le vieillissement, par contre, Alzheimer, je ne sais pas, mais pour lutter contre le vieillissement et pour améliorer la capacité d'attention, la faculté de la mémoire, il est sûr et certain que des exercices de méditation bien menés, ça c'est excellent et c'est prouvé. Merci. C'est déjà pas mal. À ce moment-là, nous allons peut-être juste prendre, comme je vous disais, il y a d'abord la partie initiale où on se met dans un certain état d'esprit positif, et puis il y a la fin où à nouveau on prend une petite plage, on va juste prendre une petite minute, je vous propose juste un petit moment en silence, et si vous le souhaitez, on pourrait chacun d'entre nous faire une dédicace en les termes qui lui conviennent. Nous, habituellement, en tant que bouddhistes, nous aurions tendance à dédier tout ce que nous avons fait ensemble et plus largement toutes nos activités bénéfiques des 3 temps pour le bonheur de tous les êtres qu'ils soient. On peut le faire pour la paix dans le monde, on pourrait également le faire pour que chaque être puisse rencontrer la voie qui lui correspondrait de manière à progresser, mais je dirais que vos vœux ou non-vœux sont complètement libres. Je vous souhaite une excellente journée et à nouveau un grand merci de votre présence, de votre indulgence, puisque vous avez été vraiment très patient de me supporter pendant toute cette heure. Et un merci particulier à Monsieur le maire et à vous également d'être toujours parmi nous en ces circonstances, parce que ça fait maintenant un certain nombre d'années que nous sommes établis à Veneux et nous sommes vraiment très reconnaissants à toute l'équipe municipale de sa générosité, de son ouverture et à notre égard et d'ailleurs à l'égard de toutes les autres voies spirituelles, parce que disons que le périmètre dans lequel nous nous trouvons est très riche en spiritualité. Très belle journée à vous.